Donc on est très content donc Luc va présenter Nancy Fraser. Et je crois qu'on est très content pour la reprise des activités de la Société Louise Michel d'accueillir un auteur qui est une femme et qui a travaillé sur la question du féminisme. Donc Luc va vous présenter. Et on a, dans le programme qu'on a commencé à élaborer cette année, il y aura une majorité de femmes. Parce que les sujets dont on parle, il se trouve que c'est des femmes qui ont fait les contributions les plus intéressantes. Ça, que ce soit sur la question des sciences, ou que ce soit sur la question des nouvelles formes prises par l'État bureaucratique, vous verrez que c'est souvent les travaux d'universitaires femmes qui sont très importants. Je suis très heureux d'accueillir au lieu-dit et à Louise Michel Nancy Fraser, que j'ai connue à la New School à Manhattan, qui là se rapproche des lieux parisiens où se forme une nouvelle radicalité, j'espère. Et donc je vais en dire deux mots très rapidement. Nancy Fraser est certainement une des philosophes politiques contemporaines qui ont le plus contribué au renouvellement des thématiques de la gauche radicale. Et cela en tirant parti notamment des voies ouvertes par les débats qui ont eu lieu, d'une part au sein des mouvements féministes, on va en parler, et d'autre part sur les questions centrales de la justice sociale dans des cadres sociaux globalisés où les États ont perdu une grande part de ce qui était censé constituer le fondement de leur fonctionnement. Je reprends. C'est donc particulièrement sur la question de la justice que j'ai eu l'occasion, un sujet sur lequel j'avais un peu travaillé, le sens de la justice, en sociologue, non pas en philosophe abordant les thèmes depuis le plan de la normativité. C'est particulièrement sur la question de la justice que j'ai eu l'occasion de croiser les travaux de Nancy Fraser et d'entreprendre un dialogue avec elle qui m'a considérablement enrichi. L'un des axes de la pensée de Nancy Fraser a été de confronter la théorie de la reconnaissance, développée par Axel Honneth, en prenant appui sur une thématique hegelienne avec des conceptions de la justice faisant appel aux notions de distribution et de redistribution. Les théories de la reconnaissance visent à lutter contre le mépris et la subordination dont font l'objet des groupes sociaux minorés dont les contributions sociales sont systématiquement oubliées ou déniées. Elles vont jouer un rôle important dans les luttes politiques qui ont accompagné de nombreux mouvements contemporains comme les mouvements féministes, les mouvements homosexuels, les mouvements pour les droits des minorités indigènes ou encore les mouvements pour les droits civiques et politiques. Le thème de la reconnaissance a été ainsi souvent mis à profit pour développer des politiques mettant l'accent sur l'identité et sur la valeur des minorités ou des groupes dominés. Dans le long et important débat entre Nancy Fraser et Axel Honneth, la réflexion de Nancy a consisté pour l'essentiel à rappeler que la justice sociale ne peut s'exprimer seulement dans l'idiome de la reconnaissance, surtout si le terme est pris dans un sens surtout identitaire ou culturel. C'est-à-dire en schématisant que la reconnaissance risque de demeurer formelle ou symbolique si elle ne s'accompagne pas de mesures et de dispositifs visant à redistribuer les modalités d'attribution que chaque groupe peut attendre de ses contributions spécifiques et par conséquent des restitutions qu'il est en droit de réclamer. Ce débat a donné lieu à un ouvrage écrit en collaboration avec Axel Honneth, Redistribution or Recognition, publié en 2003 et qui est, je crois, c'est le même qui est en français, dans Qu'est-ce que la justice sociale? Reconnaissance. Non, c'est pas le même. Ah bon. J'ai lu en anglais, je n'ai pas lu le livre français. Dans la suite de ce travail, Nancy Fraser s'est centrée plus spécifiquement sur ce qu'elle appelle les dimensions politiques de la justice sociale. C'est-à-dire non seulement, pour reprendre ce terme, sur le what, c'est-à-dire sur ce en quoi consiste la justice sociale, mais sur le who et sur le how, c'est-à-dire sur les acteurs et sur les dispositifs auxquels reviennent la tâche consistant à contrôler les processus de reconnaissance et de redistribution. Dans ce travail, l'accent est mis sur la notion de représentation et sur la question de l'État. Nancy Fraser parle de ce qu'elle appelle les conceptions normales de la justice sociale, celles dont nous avons hérité du XIXe siècle. Dans ce cadre normal, entre guillemets, l'État-nation et les modes de représentation politique au sein de l'État-nation constituent les cadres sur lesquels la possibilité de la justice sociale est censée prendre appui.
à cette justice normale, elle oppose les conditions actuelles, qui sont celles d'une justice qu'elle appelle, de façon un peu ironique, anormale, abnormal justice, et elle entend signifier par là que les cadres étatiques classiques ne sont plus en mesure, tant est qu'il n'ait jamais été, on pourra en discuter, de se poser en garant de la justice sociale. Sur la base de ce constat, Nancy Fraser entreprend de redéfinir les cadres politiques de la justice sociale dans un monde globalisé, marqué notamment par la montée en puissance des grandes firmes capitalistes. Après le déclin de l'État-nation, et en même temps face à la crise du capitalisme mondialisé, quels dispositifs et quelles instances peuvent se mettre en place en tant que garant de la justice sociale? Ce travail est par là, à mon sens, je ne sais pas si Nancy Fraser sera d'accord, une contribution importante à l'élaboration aujourd'hui urgente, particulièrement nécessaire, d'une réflexion anarchiste visant à mettre en place une démocratie radicale dans laquelle les acteurs sociaux reprennent entre leurs mains leur destin, longtemps confié, de façon d'ailleurs assez imprudente, aux organes de l'État. Dans le travail de Nancy Fraser, la question de la démocratie radicale, c'est-à-dire celle de l'autonomie et celle de l'émancipation, joue ainsi un rôle central. L'autonomie doit-elle être conçue sous la forme de territoires séparés et autarciques, ou peut-elle se développer par le truchement de dispositifs communicationnels et autogestionnaires assurant la participation au débat collectif? Mais alors, comment s'assurer que ce sont bien tous ensemble, comme on l'a chanté assez souvent en France, qui participent à cette élaboration collective, et comment entraver son appropriation par des minorités, par des groupes dominants, par des nomenclaturas, voire par des mafias? Comment concilier le développement des multiculturalismes essentialistes, et celui de l'égalité sociale? Quel genre d'instances les êtres humains en société peuvent-ils mettre en place pour assurer à la fois le développement de l'égalité et le respect des différences auxquelles ils tiennent? Il s'agit donc pour Nancy Fraser d'ouvrir à nouveau des points centraux de la pensée des Lumières et, à mon sens, particulièrement de la pensée rousseauiste, après l'échec des voies auxquelles elles ont conduit, c'est-à-dire après le triple échec, d'une part, consistant d'une part dans l'inégalité entre les genres, d'autre part du massif échec du capitalisme à assurer le bien-être, enfin de l'échec des formes politiques centrées sur la figure de l'État-nation, dont nous ne voyons peut-être actuellement que le commencement. Voilà, merci. Merci beaucoup Philippe et Luc pour cette introduction très très généreuse et substantive, et pour l'invitation de venir ici et discuter avec vous. Je me sens aux États-Unis un peu enfermée dans les milieux universitaires, et c'est pour ça que c'est un grand plaisir d'être dans un milieu comme ça, où peut-être on a plus de possibilités de parler de ce qui est vraiment important. On m'a demandé ce soir de vous parler sur les fissures, les éclats dans le mouvement féministe de notre jour, et surtout de la question du foulard, de la foulard. Je suis un peu hésitante parce que je ne connais vraiment le terrain français si bien pour y intervenir. Mais quand même, je prends l'occasion de vous présenter quelques pensées que j'ai développées pendant plusieurs années sur le concept du genre, sur la trajectoire du féminisme de deuxième vague et sur la question de la justice sociale. Bon,
je remarque pour commencer que la théorie féministe à suivre toujours, comme toute théorie, l'esprit du temps. Dans les années 70, lorsque la deuxième vague du féminisme a apparu, issue bien sûr de la nouvelle gauche, les théories du genre les plus fécondes reflétaient l'influence encore vivace du marxisme. Ces théories situaient les rapports entre les sexes sur le terrain de l'économie politique, tout en cherchant à y inclure des sujets normalement occultés, par exemple le travail domestique, la reproduction et la sexualité. Très vite, cependant, les limites d'une théorie centrée sur l'économie se firent jour, et de nouveaux courants féministes influencés par la psychanalyse apparurent. Dans le monde anglophone, les théoriciens de les relations object relations theory, c'est-à-dire commencèrent à conceptualiser le genre comme une identité. Pendant ce temps, sur le continent, les lacaniennes rejetaient l'expression rapport sociaux de sexe, trop sociologique selon eux, et lui préféraient différences sexuelles, concept qui s'articulait sur les notions de subjectivité et d'ordre symbolique. Aucun de ces deux courants, c'est-à-dire l'American Object Relations Theory et les lacaniennes français, aucun de ces deux courants n'avait pour but, consciemment, au départ, de supplanter le marxisme en tant que tel. Il se voyait plutôt comme source d'enrichissement et d'approfondissement de l'analyse matérialiste qui tombait trop souvent dans un économisme grossier. Pourtant, dans les années 90, la nouvelle gauche n'existait plus que dans les mémoires et beaucoup pensaient que le marxisme n'apportait rien plus. Dans ce contexte-là, les courants de pensée qui avaient commencé par en postuler la pertinence prirent une autre direction. Rejoignant les intellectuels qui quittent en masse le marxisme, la plupart des théoriciennes féministes s'engagèrent dans ce qu'on a appelé le tournant culturel. À l'exception de quelques irréductibles, peut-être y compris moi, même celles qui rejetaient la psychanalyse finirent par accepter le genre comme identité ou construction culturelle ou symbolique. D'où le fait que la théorie du genre se situe essentiellement à cette époque dans le champ des études culturelles. Et le relâchement, si ce n'est pas la perte totale, de ces liens historiques avec la théorie sociale et l'économie politique. Comme toujours, les vicissitudes de la théorie suivent celles de la politique. Le glissement, ces trentainières, peut-être trentenaires années, d'analyse du genre quasi-marxiste, centré sur le problème du travail, à des conceptions basées sur la culture et l'identité, correspondent à une évolution parallèle de la politique féministe. Si la génération de 68 espérait, entre autres, restructurer l'économie politique de manière à abolir la division sexuelle du travail,
les féministes qui suivent se donnèrent des objectifs différents, moins matériels. Certains, par exemple, cherchaient à obtenir la reconnaissance de la différence sexuelle, tandis que d'autres préféraient déconstruire les catégories opposées du masculin et du féminin. Il en résulta un glissement du centre de gravité de la politique féministe. Jadis centrée sur le travail et la violence, les luttes de sexe se sont de plus en plus intéressées aux questions d'identité et de représentation symbolique, ce qui a entraîné une subordination des luttes sociales aux luttes culturelles de la politique, ou comme je l'ai nommé ces deux courants, subordination de la politique de redistribution à la politique de la reconnaissance. À nouveau, cela n'était pas voulu au départ, peut-être. Les féministes qui s'intéressaient au culturel et à la déconstruction, à la déconstruction, pensaient plutôt que la politique féministe culturelle entrerait en synergie avec les luttes pour l'égalité sociale. Espoir donc, le contexte général, une fois de plus, n'a pas permis la réalisation. Dans la société en réseau ou néolibéraliste, le tournant pris par les féministes vers la lutte pour la reconnaissance ne cadrait que trop bien avec le néolibéralisme hégémonique, désireux avant tout de supprimer toute mémoire socialiste et d'égalité. Bien sûr, le féminisme n'a pas été le seul, loin de loin, à suivre cette trajectoire. L'histoire récente de la théorie du genre n'est qu'un des aspects d'un glissement de plus grande ampleur dans la grammaire de la revendication politique. D'une part, les luttes pour la reconnaissance se sont multipliées partout, comme le montrent les batailles autour du multiculturalisme, des droits de l'homme et des mouvements nationalistes. En même temps, les luttes pour une répartition, une redistribution égalitaire subissent un relatif déclin. En témoigne l'affaiblissement du syndicalisme et le choix des partis travaillistes et socialistes pour le troisième voie. Ironie tragique de l'histoire, ce glissement de la redistribution à la reconnaissance a eu lieu au moment même où un capitalisme mondialisateur agressif, mené bien sûr par les États-Unis, accentue les inégalités économiques. Ainsi, pour le féminisme, ce glissement a-t-il été à double tranchant. D'une part, le tournant vers la reconnaissance représente un élargissement du champ pour les luttes de sexe et une nouvelle conception de la justice en ce qui concerne les rapports hommes-femmes. Parce qu'elle ne se limite plus à des questions de répartition, la justice de sexe peut maintenant englober des questions de représentation, d'identité, de différence. D'où une avancée majeure par rapport à une approche économiste réductrice qui avait du mal à conceptualiser les problèmes liés non pas à la division du travail, mais à des schémas androcentriques de nature culturelle. Mais, par ailleurs, il n'est pas certain que les luttes féministes pour la reconnaissance permettent vraiment de compléter, d'approfondir
et d'enrichir celles qui ont pour objet une répartition égalitaire. Au contraire, dans un contexte de néolibéralisme montant, progressiste, par exemple, elle contribue à marginaliser ces dernières. Donc, la théorie du genre n'aurait obtenu ses récents acquis qu'au prix d'une perte inestimable. Loin d'être parvenu à proposer une théorie plus complète et plus riche, nous aurions échangé un paradigme tronqué pour un autre, c'est-à-dire un économisme tronqué pour un culturalisme tronqué. Lui aussi, tronqué lui aussi. Les acquis marquants du féminisme sur l'axe de la reconnaissance coïncidaient avec un arrêt, si ce n'est pas une régression, des progrès effectués sur l'axe de la répartition. C'est là, en tout cas, la lecture que j'avais proposée des tendances récentes dans l'histoire du féminisme. Dans ce qui suit ce soir, je voudrais esquisser une analyse de la théorie du genre et de la politique féministe qui se fonde sur ce diagnostic et vise à prévenir sa continuation. Ce que j'ai à dire se divise en gros en 4 petites parties. Tout d'abord, j'offrirai une analyse du genre qui soit assez vaste pour englober la totalité, j'espère, des questions féministes, celles qui ont été centrales au féminisme socialiste du début, tout comme celles issues du tournant culturel. Pour compléter cette analyse, je proposerai ensuite une définition de la justice tout aussi vaste qui permet de traiter des problèmes de répartition ainsi que de reconnaissance. Puis, une approche non identitaire des questions de reconnaissance qui rend possible la synergie avec les questions de redistribution. Pour finir, je m'intéresserai à quelques problèmes pratiques qui se posent lorsqu'on essaie d'envisager, c'est difficile, des réformes institutionnelles qui s'attaquent aux problèmes de répartition et de reconnaissance à la fois. Dans chacune de ces 4 parties, je m'éloignerai des approches féministes centrées exclusivement sur le genre pour situer les luttes de sexe dans le projet politique plus global qui vise à institutionnaliser une justice démocratique, sinon exactement anarchiste, dans tous les champs de la différence sociale. Bon. Pour éviter de tronquer la problématique féministe et de servir involontairement le néolibéralisme, les féministes, à mon avis, doivent aujourd'hui revoir le concept du genre. Il faut une définition vaste qui puisse répondre à 2 séries de questions au moins, et peut-être plus. D'une part, cette définition se doit d'inclure la problématique centrée sur le travail des féministes socialistes. D'autre part, elle doit aussi permettre d'aborder la problématique centrée sur la culture des courants soi-disant post-marxistes de la théorie féministe. Il faut que les féministes rejettent, à mon avis, les formulations sectaires faisant passer ces 2 problématiques pour antithétiques et qu'elles proposent une analyse du genre qui englobe ces 2 courants.
Comme nous le verrons par la suite, cela implique de théoriser en même temps la dimension sexuelle de l'économie politique et l'androcentrisme de l'ordre culturel, en gardant à chacune sa propre importance. Cela implique également que deux dimensions du sexisme analytiquement distinctes, l'une centrée sur la répartition, l'autre sur la reconnaissance, soient théorisées conjointement. Le résultat sera une conception du genre dite bidimensionnelle qui seule pourra servir de base à une politique féministe viable pour aujourd'hui, selon moi. Alors, je m'explique. L'approche que je propose est, on peut dire, bifocale, c'est-à-dire elle exige que l'on considère le genre de deux perspectives différentes à la fois. L'une révèle les affinités du genre avec le concept de classe. L'autre, ses affinités avec le concept de statut. Un peu comme Weber, classe et statut. Chacune met en avant un aspect important de la subordination des femmes, mais aucune prise individuellement ne suffit. Ce n'est que lorsque les deux perspectives sont réunies que le concept prend tout son sens, le concept de genre. Le genre apparaît alors comme une catégorie qui comprend deux dimensions d'organisation sociale. La dimension de ce que j'appelle la redistribution et celle de la reconnaissance, ou de classe et statut. Du point de vue de la répartition, le genre, comme la classe, est une source de différenciation ancrée dans la structure économique de la société. Principe organisateur de base de la division du travail, il sous-tend la division fondamentale entre travail dit productif, rémunéré, et travail dit reproductif et domestique non rémunéré. Donc, il assigne bien sûr aux femmes la responsabilité première, c'est-à-dire pour le reproductif. Le genre structure également la division dans la catégorie du travail rémunéré entre les emplois du secteur industriel et libéral, mieux payés et à prédominance masculine, et celle des dites cold roses et de services domestiques moins payés et à prédominance féminine. Il en résulte une structure économique qui génère des formes d'inégalité de répartition liées au sexe. Du point de vue de la reconnaissance, en revanche, la genre est une source de différenciation statutaire qui trouve son origine dans l'ordre statutaire de la société. Cet ordre sous-tend de nombreux modèles culturels d'interprétation et d'évaluation qui sont au corps même de l'ordre statutaire dont ça tenait. Excusez-moi, je veux dire que c'est le genre que sous-tend cet ordre statutaire. Ainsi, l'androcentrisme est une source importante d'injustice entre les sexes en tant que modèle institutionnalisé d'appréciation culturelle qui privilégie des traits associés à la masculinité tandis qu'il dévalorise tout ce qui est considéré comme féminin, c'est-à-dire les femmes, bien sûr, mais pas exclusivement. Les modèles d'appréciation de valeurs androcentriques sont largement institutionnalisés
et structurent de vastes pannes d'interaction sociale. Ils sont ouvertement présents dans de nombreux domaines de droit de la famille, droit pénal, etc., et informent les constructions juridiques de la vie privée, de l'autonomie, de l'autodéfense et de l'égalité. Ils sont également bien ancrés dans de nombreux domaines de la politique gouvernementale, politique de reproduction, d'immigration, du droit d'asile, entre autres. Ainsi que dans les pratiques professionnelles courantes, comme la médecine et la psychothérapie. Les modèles d'impression androcentrique sont également à l'œuvre partout dans la culture populaire et dans les interactions quotidiennes entre les gens. Le résultat est que les femmes ont à souffrir de différentes formes d'infériorité de statut liées au sexe, par exemple harcèlement et abus sexuels, violence domestique, représentation stéréotypée dans les médias, dont à les déprécier, les réifier, les avilir, dénigrement au quotidien, exclusion ou marginalisation dans la sphère publique et les organes consultatifs. Jouissance limitée des droits et des protections conférées par la citoyenneté. Ce sont là des torts liés à une absence de reconnaissance qui est relativement indépendante de l'économie politique et ne relève pas uniquement de la, soi-disant, superstructure. Ainsi, une meilleure répartition ne suffira-t-elle à redresser ces torts si elle ne s'accompagne pas d'autres mesures visant spécifiquement à améliorer le mépris, la méconnaissance. La conjonction de ces deux perspectives fait du genre une catégorie bidimensionnelle, comprenant à la fois un aspect politico-économique qui le tire du côté de la répartition et en même temps un aspect culturel et discursif qui le tire du côté de la reconnaissance. Par ailleurs, aucune des deux dimensions n'est la simple conséquence indirecte de l'autre. Assurément, les dimensions de répartition et de reconnaissance ont des effets l'une sur l'autre. Mais les inégalités de répartition liées au genre ne sont pas les simples conséquences de questions de hiérarchie statutaire, pas plus que les injustices de reconnaissance ne découlent totalement de la structure économique. Chaque dimension est, au contraire, relativement indépendante de l'autre. Aucune ne peut, par conséquent, être corrigée indirectement grâce à des remèdes s'adressant exclusivement à l'autre. La question de savoir si ces deux dimensions sont d'égale importance reste ouverte. En tout cas, on pourra mettre fin au problème d'injustice lié au sexe qu'en changeant à la fois l'ordre économique et l'ordre statutaire de la société contemporaine. Modifier seulement l'un ou l'autre ne suffira pas. Avec une conception bidimensionnelle du genre, il n'est plus nécessaire de choisir entre une politique de répartition et une politique de reconnaissance. L'ancienne approche postulait que les femmes étaient soit une classe, soit un groupe identitaire, mais pas les deux. Elle postulait que l'injustice dont elle souffrait provenant d'inégalités de répartition ou de reconnaissance, mais pas les deux.
que le remède viendrait d'une meilleure répartition ou une meilleure reconnaissance, mais pas les deux. Cette nouvelle conception de genre que je vous propose fait voler en éclats toutes ces séries de fausses oppositions. En le genre, nous avons une catégorie qui associe le statut et la classe. La différence socialement construite entre les sexes provient simultanément de différentiels économiques et de modèles institutionnalisés d'oppression culturelle. Les implications pour la politique féministe sont assez claires, je crois. Pour combattre la subordination des femmes, il faudra une approche qui associe une politique de répartition à une politique de reconnaissance. Mais cette approche requiert une conception de la justice qui soit aussi vaste que celle du genre que je viens de décrire, et qui puisse, elle aussi, répondre au moins à deux séries de questions. D'une part, ces définitions se doivent d'inclure les questions traditionnellement posées par les théories de la justice distributive, notamment la pauvreté, l'exploitation, l'inégalité et les différences de classe. En même temps, elle doit aussi répondre aux questions récemment avancées par les philosophies de la reconnaissance, en particulier le manque de respect, l'impérialisme culturel et les hiérarchies du statut. Cette conception de la justice doit englober les deux aspects et rejeter les formulations sectaires qui font passer répartition et reconnaissance pour deux approches mutuellement exclusives de la justice. Cela implique que les injustices de répartition et de reconnaissance soient théorisées en référence à une norme commune et en gardant à chacun son propre importance. À nouveau, le résultat sera, je dirais, une conception bidimensionnelle de la justice qui seule permettra d'appréhender la justice sexiste dans toute son ampleur. Au centre de cette conception de la justice se trouve le principe de parité de participation. Ce principe requiert des agencements sociaux qui permettent à tous les membres de la société d'interagir en tant que pairs. Pour que cette parité participative, qui n'est pas du tout la même chose que la parité dans le sens de la politique française, on peut après discuter si on s'intéresse, pour que cette parité participative soit possible, deux conditions au moins doivent être remplies. D'abord, la répartition des ressources matérielles doit permettre aux participants de s'exprimer en toute indépendance. Cette condition dite objective ou matérielle, si vous préférez, est incompatible avec toute forme ou degré de dépendance et d'inégalité économique qui entravent la parité de la participation. Ainsi sont incompatibles les agencements sociaux qui institutionnalisent le besoin, l'exploitation et les disparités criantes de richesse, de revenus et de temps de loisirs. Alors, ainsi sont
incompatible tous ces arrangements qui privent certains des possibilités et des occasions d'interagir avec les autres en tant que pairs. Alors ça, c'est la première condition. La deuxième condition nécessaire à la parité participative est, quant à elle, de nature dite intersubjective et requiert des modèles institutionnalisés d'impression culturelle qui expriment un respect égal, comparable à tous les participants et un accès égal à l'estime sociale. Cette condition est incompatible avec les modèles institutionnalisés d'appréciation culturelle qui dénigrent systématiquement certaines catégories des gens et les caractéristiques qui leur sont associées. Sont incompatibles, par conséquent, les modèles institutionnalisés d'appréciation culturelle qui nient à certains le statut de partenaire à part entière dans l'interaction, soit en leur attribuant une différence exagérée, soit en refusant de reconnaître leur spécificité. Question ouverte, différence. Ce qui est la chose la plus importante, c'est les conséquences pour la possibilité d'interagir en tant que pair. Les différences elles-mêmes, c'est une question subordonnée à cette question de parité. Ces conditions sont toutes deux nécessaires à la parité participative. Seule aucune ne suffit. La première met l'accent sur la question traditionnellement posée par la théorie de la justice distributive, notamment celle liée à la structure économique de la société et aux différences de classe définies en termes économiques. Le deuxième, sur les questions auxquelles la philosophie de la Renaissance s'est récemment intéressée, notamment celles relatives aux statuts sociaux et aux hiérarchies de statuts définies en termes discursifs ou symboliques. Aucun de ces deux aspects n'est, encore une fois, le simple épiphénomène de l'autre, mais conserve au contraire une relative indépendance. Aussi ne peuvent-ils être corrigés indirectement grâce à des réformes qui s'adressent spécifiquement à l'autre. Il en résulte une conception bidimensionnelle de la justice qui englobe à la fois répartition et reconnaissance en gardant à toutes de leur propre importance. Alors, cette approche, évidemment, je crois c'est clair, convient tout à fait à la conception du genre proposée plus haut. Poser la répartition et la reconnaissance comme des deux dimensions analytiquement distinctes de la justice permet d'élargir la conception habituelle de la justice et d'englober à la fois les aspects de classe et des statuts présents dans la hiératisation des sexes. Ok. C'est en anglais. J'ai jamais réussi à prononcer. Oui, c'est très difficile les deux. Ok. Ainsi, le nom de parité participative sert-elle à identifier et à condamner l'injustice entre les sexes de deux manières différentes. Mais ce critère est également valable, et point important, pour d'autres axes de différenciation sociale, notamment la classe, la race, la sexualité, l'ethnicité, la nationalité et la religion. On dit d'autres. Dans la mesure
où les agencements sociaux entravent la parité de participation sur l'un ou l'autre de ces axes différents, que ce soit à cause d'inégalités de répartition ou de reconnaissance, ou tous les deux à la fois, ils vont à l'encontre des exigences de la justice. Comme nous le verrons tout de suite. Avec la parité participative, nous avons une norme qui permet de juger certains des dilemmes politiques parmi les plus délicats, peut-être auxquels les féministes sont confrontés aujourd'hui. Ces dilemmes se situent à l'intersection de multiples axes de subordination, lorsque, par exemple, les efforts pour remédier au traitement injuste d'une minorité religieuse semblent d'être radicalement incompatibles avec ceux déployés pour remédier au sexisme. Envisageons maintenant les implications de ces approches pour une politique féministe, en commençant tout d'abord par la politique de reconnaissance. Celle-ci est normalement considérée comme une forme de politique identitaire. On estime souvent, en effet, que c'est l'identité féminine qui a besoin de reconnaissance. Les injustices de reconnaissance, ou peut-être il faut mieux dire de méreconnaissance, un mépris, consistent en une dépréciation de cette identité par la culture patriarcale. D'où l'image dévalorisée que les femmes ont d'elles-mêmes. Une politique féministe, vue de ce point de vue, politique de reconnaissance féministe, est nécessaire pour réparer ces torts et reconstituer une image positive de soi en combattant celle dégradante que l'androcentrisme véhicule de la féminité. Les femmes alors doivent rejeter ces représentations et en adapter de nouvelles qu'elles auront fabriquées elles-mêmes. Cette identité collective réorientée doit ensuite être montrée au grand jour de manière à gagner le respect et l'estime de la société dans son ensemble. Si cela réussit, il en résultera une reconnaissance, c'est-à-dire une relation positive à soi. Et sans mentionner le nom, vous pouvez, si vous voulez, lire dans cette petite description l'idée de Axel Honneth. De Axel Honneth. Axel Honneth, dont Luc a parlé avant. De ce point de vue, ceci, par conséquent, une politique féministe de la reconnaissance est bien une politique identitaire. Le modèle identitaire offre indéniablement de précieuses analyses en ce qui concerne les conséquences psychologiques du sexisme. Cependant, il reste insuffisant pour au moins deux raisons importantes. Premièrement, il tend à réifier la féminité et à minorer des autres formes de subordination, avec ce résultat qu'il réutilise souvent les stéréotypes dominants des genres, tout en promouvant le séparatisme et le politiquement correct. Si on ne confond pas les idées stéréotypiques genrées.
Par ailleurs, le modèle identitaire traite les injustices de reconnaissance sexiste comme si elles étaient des problèmes culturels autonomes, masquant ainsi les liens entre ces injustices et les inégalités de répartition sexiste, et rendent difficile alors la lutte contre les deux aspects du sexisme à la fois. C'est pour ces raisons que les féministes, à mon avis, ont besoin d'une approche différente. Les concepts de genre et de justice que je viens de proposer mènent à une autre politique féministe de la reconnaissance qui envisage ces questions sous l'angle, que j'ai déjà mentionné, du statut social. Ce qui doit être reconnu, ce n'est pas l'identité féminine, mais le statut des femmes en tant que partenaires à part entière dans l'interaction sociale. L'injustice de reconnaissance, par conséquent, ne renvoie pas à une dépréciation et une déformation de la féminité, mais plutôt à une subordination sociale qui interdit la participation dans la vie sociale sur un pied d'égalité. Pour corriger cette injustice, il faut bien une politique féministe de la reconnaissance, mais pas une politique identitaire. Il s'agit plutôt d'une politique visant à mettre fin à la subordination statutaire et garantissant aux femmes le statut de membre à part entière de la société capable de participer à la vie sociale sur un pied d'égalité avec les hommes. Alors, je m'explique. Une approche qui s'intéresse au statut va analyser les modèles institutionnalisés d'oppression culturelle pour voir les effets qu'ils ont sur la position relative des femmes. Si les modèles constituent les femmes en tant que pairs, à même de participer à la vie sociale sur un pied d'égalité avec les hommes, alors il y a reconnaissance réciproque et égalité du statut. En revanche, lorsque des modèles institutionnalisés d'appréciation culturelle constituent les femmes en une catégorie inférieure, marginalisée, radicalement autre ou tout simplement invisible, donc en partenaire inégal dans l'interaction sociale, alors il y a injustice de reconnaissance sexiste et subordination statutaire. Pour l'approche orientée vers les statuts, par conséquent, l'injustice de reconnaissance sexiste consiste en un rapport social de subordination que relaie des modèles institutionnalisés d'appréciation culturelle. Elle survit lorsque les institutions sociales réglementent les modes d'interaction en s'appuyant sur des normes androcentriques qui entravent la parité. Comme par exemple lorsque le droit criminel ignore le viol entre époux, lorsque les programmes de protection sociale stigmatisent les mères célibataires, ou encore lorsque les politiques du droit d'asile ne voient dans les mutilations génitales que des pratiques culturelles semblables aux autres. Dans chaque cas, et il y a plusieurs d'autres bien sûr, l'interaction est déterminée par des normes androcentriques d'appréciation culturelle, et dans chaque cas, les femmes se voient refuser le statut de partenaire à part entière dans l'interaction sociale, la possibilité de participer sur un pied d'égalité avec les hommes.
En conséquence, sous l'angle du statut, les inégalités de reconnaissance constituent une attente grave à la justice et demandent réparation, quel que soit le lieu où elle se manifeste et quelle que soit la forme qu'elle prenne. Ce qui signifie très précisément que les luttes pour la reconnaissance ne visent pas à valoriser la féminité, mais plutôt à mettre fin à la subordination. Qu'elle s'efforce d'établir les femmes comme partenaires à part entière dans la vie sociale. En d'autres termes, elle vise à désinstitutionnaliser les modèles androcentriques d'appréciation culturelle qui font obstacle à la parité et à les remplacer par des modèles qui l'encouragent. En général, par conséquent, le modèle proposé ici permet une politique de reconnaissance non identitaire. Ces politiques s'appliquent au sexe, bien sûr, mais aussi aux autres axes de subordination, encore comme la race, la sexualité, l'ethnicité, etc. Ainsi, les féministes peuvent-elles se prononcer sur des cas où les exigences de reconnaissance situées sur un des axes de subordination entrent en conflit avec d'autres exigences situées sur un autre de ces axes. Ce modèle, je crois, devient particulièrement utile pour les féministes lorsque une minorité revendique la reconnaissance de pratiques culturelles qui semblent aller à l'encontre de la justice entre les sexes. Le principe de la parité participative doit alors être pris deux fois, au moins deux fois, en considération. D'abord, au niveau des rapports entre les groupes pour évaluer les effets des modèles institutionnalisés d'appréciation culturelle sur la position relative des minorités vis-à-vis de la majorité, puis au niveau interne au groupe pour évaluer les effets internes de ces pratiques dont la minorité revendique la reconnaissance. Pris en compte conjointement, ces deux niveaux doivent répondre à une double exigence. La minorité doit d'abord montrer que l'institutionnalisation des normes culturelles de la majorité leur interdit toute parité participative, et ensuite que les pratiques qu'ils cherchent à faire reconnaître n'interdisent pas à leur tour la parité participative des autres, ainsi que celle de certains de leur propre monde. Prenons par exemple, et enfin, cette controverse que vous connaissez beaucoup mieux de moi sur le foulard. Il s'agit ici, il me semble, de savoir si l'interdiction faite aux jeunes filles musulmanes de porter un foulard dans les écoles publiques revient à traiter de manière injuste une minorité religieuse. Pour le prouver, ceux qui demandent la reconnaissance du foulard doivent établir deux choses: que l'interdiction du foulard constitue un cas abusif de communautarisme de la part de la majorité qui interdit aux jeunes musulmanes la parité en matière d'éducation. Ils doivent montrer aussi alors qu'une politique autre qui accepterait le foulard n'accentuerait pas la subordination des femmes au sein des communautés musulmanes et de la société en général. Le premier point concernant le communautarisme abusif de la majorité française dans ce cas peut
semble à moi, être établi sans problème, puisqu'il n'existe pas d'interdiction analogue qui interdise les pratiques comparables chrétiennes dans les écoles publiques. La politique en vigueur refuse donc aux citoyens musulmans un statut égal. Le deuxième point, qui concerne la non-exacerbation de la subordination des femmes, s'est révélé, il me semble, quant à lui, plus épineux. Certains féministes républicains soutenant que le foulard est un marqueur d'infériorité féminine et il ne doit pas, par conséquent, être permis par l'État. Certains autres féministes défenseurs du multiculturalisme, cependant, se sont élevés contre cette interprétation, soulignant que la signification du foulard est fortement contestée dans les communautés musulmanes françaises aujourd'hui, comme le sont de manière plus générale. De manière plus générale, les rapports hommes-femmes. Ainsi, au lieu d'interpréter le foulard comme un emblème univoque du patriarcat qui confère effectivement aux phallocrates toute autorité pour l'interpréter l'islam, l'État devrait traiter le foulard comme le symbole d'une identité musulmane en transition, identité contestée, comme l'est aussi l'identité française, il faut dire, sous les effets des interactions transculturelles à l'œuvre dans toute société multiculturelle. Sous cet angle, l'autorisation du foulard dans les écoles publiques pourrait permettre d'accroître et non de diminuer la parité entre les sexes. Pour moi, il faut dire, et c'est peut-être une perspective trop formée par l'expérience américaine, quant à moi, je pense que les multiculturalistes avancent ici l'argument le plus fort. Ce qui n'est pas le cas, il faut dire en passant, de ceux qui cherchent à faire reconnaître ce qu'ils appellent la circoncision féminine, en réalité les mutilations génitales, qui, elles, interdisent, à mon avis, clairement aux femmes et aux jeunes filles un accès égal au plaisir sexuel et à la santé. Mais ce n'est pas un problème que je souhaite développer ici. Ce que je veux souligner, en revanche, c'est que l'argument entre les multiculturalistes, les féministes multiculturels et les féministes républicains s'agit à juste titre de la parité de participation et que c'est là que le débat devrait se situer. La parité participative est le critère juste, à mon avis, qui légitime ou non les revendications de reconnaissance et aussi, il faut dire, revendications de redistribution. Il mène à une politique féministe non identitaire capable de traiter les conflits entre les revendications centrées sur le sexe et celles centrées sur d'autres axes de subordination. Peut-être je termine, c'est un peu lent en français pour moi, il y a des autres choses, mais ça suffit, je crois. Merci. Merci beaucoup.